À cet instant précis, sans que vous ressentiez la moindre douleur, sans le moindre signe visible, un envahisseur microscopique pourrait déjà être à l'œuvre dans votre corps. Une seule particule virale, invisible à l'œil nu, dépourvue de cerveau, de muscles ou même de la capacité de se reproduire seule. Et pourtant, quelques heures plus tard, elle pourrait avoir transformé des milliers de vos propres cellules en usines capables de fabriquer des millions de nouvelles copies d'elles-mêmes. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que votre organisme ne reste pas passif. Dès les premiers instants, une bataille d'une complexité extraordinaire commence. Des cellules communiquent entre elles, des alarmes chimiques se propagent, des soldats spécialisés se mobilisent, tandis que l'ennemi tente de rester invisible le plus longtemps possible. La plupart d'entre nous pensent qu'un virus nous rend immédiatement malades. Mais ce n'est pas ce qui se passe. En réalité, les premiers chapitres de cette guerre se déroulent dans un silence presque parfait. Et lorsque les premiers symptômes apparaissent enfin, la bataille a souvent déjà commencé depuis plusieurs jours. Alors, que se passe-t-il exactement lorsqu'un virus entre dans votre corps? Suivons son parcours minute après minute, cellule après cellule, pour découvrir l'une des histoires biologiques les plus extraordinaires jamais racontées. Au départ, tout semble incroyablement banal. Une poignée de main, une poignée de porte, une personne qui éternue dans le métro, une conversation rapprochée. Des milliers de minuscules gouttelettes sont projetées dans l'air. Certaines disparaissent rapidement, d'autres transportent un passager clandestin, un virus. Mais pénétrer dans votre organisme n'est pas aussi simple qu'il paraît. Votre corps est protégé par plusieurs lignes de défense qui travaillent en permanence même lorsque vous dormez. À l'intérieur de votre nez, des poils retiennent déjà une partie des particules étrangères. Plus profondément, une épaisse couche de mucus agit comme un tiep collant. Chaque inspiration y dépose poussière, bactéries, pollen et parfois des virus. Puis interviennent des minuscules cils microscopiques qui recouvrent vos voies respiratoires. Ils battent des milliers de fois par minute, dans une seule direction, comme un immense tapis roulant biologique chargé d'expulser les intrus vers la gorge, où ils seront avalés puis détruits par l'acidité de l'estomac. La plupart des virus n'iront jamais plus loin. Cette première victoire passe totalement inaperçue. Chaque jour, votre organisme neutralise d'innombrables envahisseurs sans que vous ne ressentiez absolument rien. Mais certains virus possèdent un avantage redoutable. Ils ont évolué pendant des millions d'années pour contourner ces défenses. Profitant d'une respiration profonde, d'un éternuement ou d'un simple contact avec vos yeux, ils atteignent les cellules qui tapissent votre nez, votre gorge ou vos poumons. Et c'est là que tout bascule. Contrairement aux bactéries, un virus n'est pas une cellule vivante capable de produire sa propre énergie ou de fabriquer ses propres protéines. C'est essentiellement un petit paquet d'informations génétiques enfermé dans une coque protectrice. Autrement dit, il est incapable de survivre longtemps sans trouver une cellule à détourner. Son objectif n'est donc pas de détruire immédiatement votre organisme. Il cherche simplement une porte d'entrée. Sur la surface de chacune de vos cellules se trouvent des milliers de protéines qui servent normalement à communiquer avec leur environnement. Elles permettent aux cellules de recevoir des nutriments, des hormones ou différents signaux biologiques. Mais certains virus ont appris à exploiter ces protéines comme des poignées de porte. Leur surface possède une forme moléculaire presque parfaitement complémentaire à certains récepteurs. Lorsque les deux structures se rencontrent, elles s'emboîtent avec une précision remarquable. Ce n'est pas un choix conscient. C'est simplement de la biologie. Une reconnaissance moléculaire extraordinairement précise. Et soudain, votre propre cellule ouvre involontairement la porte à son futur envahisseur. Le virus franchit alors la membrane cellulaire. En quelques instants, sa coque protectrice s'ouvre. Son matériel génétique est libéré à l'intérieur même de la cellule. Pourtant, à cet instant précis, vous continuez probablement votre journée normalement. Vous marchez, vous travaillez, vous discutez avec vos proches. Vous ne ressentez aucune fatigue, aucune fièvre, aucune douleur, parce que votre bréan ignore encore totalement que l'invasion vient de commencer.
Mais à l'intérieur de cette première cellule infectée, quelque chose de spectaculaire est à point de se produire. Le virus ne va pas simplement se cacher. Il va tenter de transformer cette cellule en une véritable usine de production entièrement dédiée à sa propre multiplication. Et c'est précisément à ce moment-là que la véritable bataille commence. À première vue, une seule cellule infectée ne semble pas représenter une menace. Après tout, votre corps est constitué d'environ 37 000 milliards de cellules. Qu'est-ce qu'une seule cellule pourrait bien changer? Pour un virus, c'est largement suffisant. Car cette cellule n'est pas seulement une cachette, c'est une usine. Une usine extraordinairement sophistiquée, capable de fabriquer des protéines, de produire de l'énergie et de copier de l'information génétique avec une précision remarquable. Le problème, c'est que toute cette machinerie a été conçue pour servir votre organisme. Le virus, lui, n'a aucun de ces équipements. Il ne possède ni centrale énergétique, ni atelier de fabrication, ni système de reproduction autonome. Il est incapable de faire quoi que ce soit seul. C'est pourquoi certains biologistes le décrivent comme un pirate moléculaire. Son unique stratégie consiste à détourner le fonctionnement normal d'une cellule vivante. Une fois son matériel génétique libéré, il prend progressivement le contrôle des machines cellulaires. Imaginez un instant une immense usine automobile. Chaque chaîne de montage fabrique normalement des voitures. Puis, un pirate informatique s'introduit dans le système central et remplace toutes les instructions de production. Sans changer les ouvriers, sans changer les machines, l'usine entière commence soudain à fabriquer un tout autre produit. C'est exactement ce qui se passe dans votre cellule. Les ribosomes, ces minuscules usines chargées de fabriquer les protéines indispensables à votre survie, reçoivent désormais les ordres du virus. Au lieu de produire les protéines dont votre organisme a besoin, ils commencent à assembler les composants du nouvel envahisseur, des protéines virales, des enzymes virales, des copies de son matériel génétique. Petit à petit, la cellule cesse de travailler pour vous. Elle travaille désormais pour lui. Le plus étonnant, c'est que cette transformation est presque invisible. À ce stade, la cellule continue souvent à fonctionner normalement en apparence. Elle consomme toujours de l'énergie. Elle échange toujours des molécules avec ses voisines. Rien ne laisse encore deviner qu'elle est en train de fabriquer des centaines, voire des milliers de nouveaux virus. Puis vient l'assemblage. Comme dans une usine parfaitement organisée, chaque pièce est produite séparément avant d'être assemblée avec une précision presque parfaite. Une coque protectrice, du matériel génétique, des protéines de surface qui permettront au virus d'infecter la prochaine cellule. En quelques heures seulement, une seule particule virale peut donner naissance à des centaines, voire des milliers de nouvelles copies. Et chacune d'elles est prête à repartir à la conquête de nouvelles cellules. C'est là que la croissance devient exponentielle. Au début, il n'y a qu'un virus, puis 10, puis 100, puis plusieurs milliers, puis des millions. Chaque nouvelle cellule infectée devient à son tour une nouvelle usine de production. La progression ressemble moins à une invasion militaire qu'à une réaction en chaîne. Pendant ce temps, vous ne ressentez toujours presque rien. C'est ce décalage qui rend les infections virales si particulières. Lorsque vous vous sentez parfaitement en forme, le virus est parfois déjà en train de gagner du terrain. Heureusement, votre organisme n'est pas aussi aveugle qu'il en a l'air. Les cellules possèdent un système d'alerte incroyablement sophistiqué. Dès qu'elles détectent des molécules inhabituelles produites par le virus, elles comprennent que quelque chose ne va pas. Elles déclenchent alors une véritable alarme biologique. Au lieu de garder le silence, elles libèrent des protéines appelées interférents. Ces molécules jouent le rôle de messagers d'urgence. Elles se diffusent rapidement vers les cellules voisines avec un message très simple. Préparez-vous, un envahisseur est arrivé. En recevant ce signal, les cellules alentours changent immédiatement de comportement. Elles renforcent leur défense, elles ralentissent certaines de leurs activités normales, elles fabriquent des protéines capables de compliquer la reproduction du virus. Certaines vont même jusqu'à sacrifier partie de leur propre fonctionnement pour empêcher l'envahisseur de progresser. Autrement dit, avant même que les premiers soldats du système immunitaire n'arrivent sur place, les cellules elles-mêmes participent déjà à la défense du territoire. Mais malgré cette résistance, le virus continue souvent d'avancer. Pourquoi? Parce qu'il évolue lui aussi. De nombreux virus ont développé des autonantes stratégies pour contourner les interférents. Certains bloquent leur production, d'autres empêchent les cellules voisines de recevoir le message d'alerte. Quelques-uns réussissent même à se rendre presque invisibles pendant les premières heures de l'infection. Une véritable course à la montre s'engage alors.
Le virus cherche à produire le plus grand nombre de copies avant d'être repéré. Votre organisme, lui, tente de localiser précisément l'ennemi avant que l'invasion ne devienne incontrôlable. L'issue de cette course déterminera souvent l'intensité de l'infection. Mais dans les profondeurs de vos tissus, une nouvelle force vient justement d'entrer en action. Des cellules patrouillent déjà à la recherche de tout ce qui semble anormal. Elles ne cherchent plus simplement à ralentir l'envahisseur, elles sont prêtes à passer à l'attaque. Et c'est à partir de ce moment que la bataille silencieuse devient une véritable guerre biologique. Pendant que le virus tente toujours plus de transformer des cellules en usines de production, votre organisme vient de franchir une nouvelle étape. Il ne s'agit plus seulement de ralentir l'invasion, il est temps de retrouver l'ennemi. Car une question essentielle demeure. Où se cache-t-il exactement? Contrairement à une écharde plantée dans votre peau ou à une coupure visible, un virus agit depuis l'intérieur même de vos cellules. Il est donc beaucoup plus difficile à repérer. Heureusement, votre corps possède une armée de sentinelles qui patrouillent en permanence dans vos tissus. Elles sont déjà présentes avant même que vous ne tombiez malade. Elles ne savent pas encore quel virus elles recherchent, mais elles savent reconnaître les signes qu'une cellule ne fonctionne plus normalement. Parmi ces premiers défenseurs figurent les macrophages. Leur nom littéralement signifie « grand mangeur » et leur mission est exactement celle-ci. Ils avancent lentement à travers les tissus, inspectant leur environnement en permanence. Lorsqu'ils rencontrent une cellule gravement endommagée ou des débris laissés par l'infection, ils les engloutissent puis les détruisent. Imaginez les équipes de nettoyage qui interviennent après un accident majeur. Elles ne combattent pas directement l'incendie, mais elles empêchent la situation de devenir encore plus chaotique. Les macrophages jouent un rôle très similaire. Ils limitent les dégâts. Ils éliminent les cellules devenues dangereuses et surtout, ils recueillent de précieuses informations sur l'envahisseur. Mais ils ne sont pas seuls. Une autre catégorie de cellules est déjà à l'œuvre, les cellules NK, pour Natural Killer ou cellules tueuses naturelles. Contrairement aux macrophages, elles ne nettoient pas, elles exécutent. Leur travail consiste à inspecter les cellules de votre organisme une par une. Chaque cellule saine affiche sur sa surface une sorte de carte d'identité moléculaire indiquant « tout va bien, je fais partie du corps ». Mais lorsqu'un virus prend le contrôle d'une cellule, cette carte d'identité peut être modifiée, altérée ou parfois même disparaître complètement. Les cellules NK détectent immédiatement cette anomalie. Elles n'ont pas besoin de connaître précisément le virus, il leur suffit de constater qu'une cellule se comporte de façon anormale. Lorsqu'elles prennent leur décision, elles libèrent de minuscules protéines capables de perforer la membrane de la cellule infectée. Quelques instants plus tard, d'autres molécules pénètrent l'intérieur et déclenchent un programme d'autodestruction appelé apoptose. Plutôt que d'exploser brutalement et de répandre le virus partout, la cellule se démonte elle-même de manière ordonnée. C'est une forme de sacrifice. La cellule accepte de mourir pour empêcher le virus de poursuivre sa multiplication. Chaque cellule détruite représente une usine virale en moins. Mais cette stratégie a un coût. Si trop de cellules sont affectées, leur destruction peut commencer à perturber le fonctionnement normal des tissus. Et c'est précisément à ce moment que vous commencez parfois à ressentir les premiers changements. Une légère fatigue, une sensation inhabituelle, un début de malaise difficile à expliquer. Pourtant, le virus n'est toujours pas seul responsable. En réalité, votre système immunitaire intensifie lui aussi son activité. Les macrophages et les cellules NK libèrent des molécules de signalisation appelées cytokines. On pourrait les comparer à des messages radio diffusés sur un immense réseau de communication. Certaines demandent des renforts, d'autres augmentent la circulation sanguine dans la zone infectée, d'autres encore coordonnent les mouvements des différentes cellules immunitaires. Très rapidement, les vaisseaux sanguins voisins deviennent plus perméables. Davantage de cellules immunitaires quittent leur circulation pour rejoindre le champ de bataille. Cette arrivée massive provoque ce que nous appelons l'inflammation. Le mot fait souvent peur, pourtant dans la plupart des cas, il s'agit d'un mécanisme indispensable à votre survie. L'inflammation permet aux défenses immunitaires d'atteindre rapidement les tissus infectés. Elle apporte davantage d'oxygène, davantage de nutriments, davantage de cellules spécialisées.
En d'autres termes, elle transforme temporairement la zone infectée en un immense centre opérationnel. Et si l'infection continue de progresser, votre cerveau reçoit bientôt un nouveau message. Il décide alors d'augmenter légèrement la température de votre corps. La fièvre apparaît. Beaucoup d'entre nous considèrent la fièvre comme l'ennemi, pourtant elle représente souvent l'une des armes les plus anciennes et les plus efficaces de votre organisme. Une température légèrement plus élevée ralentit la multiplication de beaucoup de virus. Elle accélère également certaines réactions immunitaires. Produire de la fièvre demande énormément d'énergie. Si votre corps choisit cette stratégie, c'est qu'il estime que le bénéfice dépasse largement son coût. Bien sûr, une fièvre très élevée ou prolongée nécessite une attention médicale, mais dans la majorité des infections courantes, cette hausse modérée de température fait partie du plan de défense. C'est aussi à ce stade que beaucoup de personnes ressentent des courbatures, des frissons, une fatigue intense, un manque d'appétit. Et voici l'un des plus grands retournements de cette histoire. Une grande partie de ces symptômes n'est pas directement provoquée par le virus. Ils sont largement déclenchés par les substances chimiques produites par votre propre système immunitaire. Autrement dit, lorsque vous vous sentez malade, cela signifie souvent que votre organisme mobilise d'immenses ressources pour reprendre le contrôle de la situation. Mais malgré toute cette puissance, une limite demeure. Les macrophages et les cellules NK combattent efficacement, sans savoir précisément quel virus ils affrontent. Ils attaquent selon des règles générales, ils réagissent à ce qui semble anormal. Pour remporter définitivement la bataille, votre organisme doit identifier l'envahisseur avec une précision absolue. Comme un enquêteur qui ne se contente plus seulement de savoir qu'un crime a été commis, mais qui cherche désormais l'identité exacte du responsable. Et c'est là qu'intervient une cellule exceptionnelle. Une cellule capable de transformer quelques fragments du virus en un véritable avis de recherche destiné à toute votre armée immunitaire. À partir de cet instant, la guerre ne sera plus seulement défensive, elle deviendra une opération d'une précision remarquable. Jusqu'à présent, votre système immunitaire mène une bataille impressionnante. Les cellules infectées sont détruites, les virus sont ralentis, l'inflammation s'organise, la fièvre complique leur progression. Mais malgré tous ces efforts, un problème majeur subsiste. Imaginez une ville attaquée par un groupe de criminels inconnus. Les forces de l'ordre peuvent bloquer des routes, évacuer certains quartiers et limiter les dégâts. Mais tant qu'elles n'ignorent l'identité exacte des responsables, elles ne peuvent pas lancer une opération parfaitement ciblée. Votre système immunitaire fait face au même défi. Il sait qu'un envahisseur est présent, il ne sait pas encore précisément lequel. Et c'est là qu'intervient l'une des cellules les plus remarquables de tout votre organisme, la cellule dendritique. Son rôle est si essentiel que certains scientifiques la décrivent comme le véritable détective du système immunitaire. Pendant que les macrophages nettoient les tissus et que les cellules NK éliminent les cellules suspectes, les cellules dendritiques accomplissent une mission différente. Elles collectent des preuves. En parcourant les tissus infectés, elles capturent des fragments du virus, quelques protéines, quelques morceaux de son enveloppe, parfois même de minuscules portions de son matériel génétique. Mais au lieu de les détruire immédiatement, elles les conservent soigneusement, comme des enquêteurs qui récupèrent des empreintes digitales sur une scène de crime. Puis commence un voyage extraordinaire. La cellule dendritique quitte le tissu infecté, elle emprunte les vaisseaux lymphatiques, un immense réseau parallèle à la circulation sanguine. Sa destination est un véritable centre de commandement biologique, un ganglion lymphatique. Si vous avez déjà remarqué de petites boules sensibles dans votre cou lorsque vous étiez malade, il s'agissait probablement de ganglions lymphatiques devenus particulièrement actifs. Ces petits organes jouent un rôle fondamental. Ils rassemblent des millions de cellules immunitaires qui attendent patiemment leur prochaine mission. On pourrait les comparer à une immense salle de briefing où des soldats spécialisés restent en alerte permanente. Lorsque la cellule dendritique arrive enfin, elle expose les fragments du virus sur sa surface, comme si elle affichait un avis de recherche. Elle présente une image extrêmement précise de l'envahisseur. Et soudain, quelque chose d'extraordinaire se produit. Parmi les millions de lymphocytes présents dans le ganglion, quelques-uns seulement possèdent exactement le bon récepteur capable de reconnaître cette signature moléculaire. Leur probabilité de rencontrer le bon virus est incroyablement faible.
Pourtant, votre organisme en conserve des millions de variantes différentes, prêtes à répondre à pratiquement n'importe quel envahisseur. C'est un peu comme posséder des millions de clés différentes en attendant de découvrir un jour la serrure correspondante. Lorsque la bonne clé rencontre enfin la bonne serrure, tout s'accélère. Les lymphocytes T commencent à se multiplier à une vitesse impressionnante. Une seule cellule peut donner naissance à une véritable armée de cellules identiques. Toutes reconnaissent exactement le même virus, toutes poursuivent le même objectif. Mais tous les lymphocytes T n'accomplissent pas la même mission. Les lymphocytes T auxiliaires deviennent les coordinateurs de l'opération. Ils diffusent des messages chimiques qui stimulent l'ensemble de la réponse immunitaire. Ils renforcent l'activité des macrophages, ils activent les lymphocytes B, ils coordonnent l'ensemble des défenses. Les lymphocytes T cytotoxiques, eux, deviennent les véritables commandos de cette guerre. Grâce aux fragments viraux affichés sur la surface des cellules infectées, ils sont capables de distinguer avec une précision extraordinaire quelles cellules doivent être éliminées. Contrairement aux cellules NK, qui agissent principalement lorsqu'une cellule semble anormale, les lymphocytes T cytotoxiques savent exactement quel ennemi ils recherchent. Ils passent alors de cellule en cellule, ils inspectent leur surface, et dès qu'ils reconnaissent la signature du virus, ils déclenchent une élimination rapide et ciblée. Chaque cellule infectée détruite interrompt instantanément une chaîne de production virale. Chaque usine fermée ralentit considérablement l'invasion. Mais la bataille ne s'arrête pas là. Pendant que les lymphocytes T neutralisent les cellules déjà infectées, une autre branche du système immunitaire prépare une arme totalement différente, les lymphocytes B. Au début, ils ressemblent simplement à des cellules en attente, mais une fois activés par les lymphocytes T auxiliaires, ils subissent une transformation spectaculaire. Ils deviennent des plasmocytes, de véritables usines biologiques capables de fabriquer des milliers d'anticorps chaque seconde. Les anticorps sont souvent décrits comme des missiles guidés. En réalité, leur fonctionnement est encore plus fascinant. Chaque anticorps possède une forme moléculaire parfaitement adaptée à une partie bien précise du virus. Lorsqu'il le rencontre, il s'y fixe avec une remarquable précision. Cette fixation produit plusieurs effets simultanément. Elle peut empêcher le virus d'entrer dans une nouvelle cellule, elle peut bloquer les protéines dont il a besoin pour infecter vos tissus, elle agit aussi comme une balise. Les macrophages repèrent beaucoup plus facilement les virus recouverts d'anticorps et les éliminent rapidement. Autrement dit, les anticorps ne détruisent pas toujours directement le virus. Ils le neutralisent, ils le marquent, ils empêchent sa progression et ils facilitent le travail de toutes les autres cellules immunitaires. À ce stade de l'infection, l'équilibre commence enfin à basculer. Pendant plusieurs jours, le virus gagnait progressivement du terrain. Désormais, votre système immunitaire dispose d'une immense armée parfaitement entraînée, capable de reconnaître cet envahisseur avec une précision presque absolue. Le nombre de nouvelles cellules infectées commence à diminuer. La quantité de virus circulant dans votre organisme recule. Vos symptômes atteignent souvent leur maximum juste avant de commencer à s'améliorer. Car même lorsque la victoire approche, la bataille n'est loin d'être terminée. Votre organisme doit encore éliminer les derniers survivants, réparer les tissus dommagés, éteindre progressivement cette gigantesque réponse immunitaire et surtout, conserver un souvenir extrêmement précis de cette guerre. Car si le même virus ose revenir un jour, il ne trouvera plus un organisme pris par surprise. Il rencontrera un adversaire qui se souvient parfaitement de lui. Après plusieurs jours d'affrontements invisibles, un tournant décisif se produit. Pour la première fois depuis le début de l'infection, le virus ne gagne plus de terrain. Chaque nouvelle particule virale produite est désormais neutralisée presque aussi vite qu'elle apparaît. Les lymphocytes T détruisent les dernières cellules infectées. Les anticorps bloquent les virus encore libres. Les macrophages poursuivent leur immense travail de nettoyage. L'équilibre bascule enfin dans votre faveur. Et pourtant, si vous vous regardiez à cet instant au microscope, vous ne verriez pas une armée célébrer la victoire. Vous assisteriez à une gigantesque opération de reconstruction. Car une bataille, même gagnée, laisse toujours des traces. Des cellules ont été sacrifiées. Certaines ont été détruites par le virus. D'autres ont volontairement déclenché leur propre autodestruction pour empêcher l'invasion de progresser. Votre organisme doit maintenant réparer les dégâts. Les tissus commencent progressivement à éliminer les cellules mortes. De nouvelles cellules prennent leur place.
Les voies respiratoires remplacent leurs revêtements endommagés. Les muqueuses retrouvent leur intégrité. Les cellules survivantes reprennent peu à peu leur activité normale. En parallèle, le système immunitaire entreprend une tâche tout aussi importante. Il doit arrêter la guerre. Car une réponse immunitaire trop intense, maintenue trop longtemps, pourrait devenir aussi dangereuse que l'infection elle-même. Les cytokines, qui avaient déclenché l'arrivée massive des cellules immunitaires, diminuent progressivement. L'inflammation se calme, la température du corps redescend, les vaisseaux sanguins retrouvent leur fonctionnement habituel. La fatigue commence lentement à disparaître. Vous recommencez à avoir de l'appétit. Votre énergie revient. Et sans même vous en rendre compte, des milliards de réactions chimiques s'organisent pour ramener votre organisme à son équilibre. Mais le plus extraordinaire reste encore à venir. Pendant toute cette bataille, votre système immunitaire ne s'est pas contenté de combattre. Il a appris. Parmi les millions de lymphocytes T et B qui se sont multipliés pendant l'infection, la majorité n'est plus nécessaire une fois le virus éliminé. Ils disparaissent progressivement. Mais une petite partie d'entre eux reçoit une mission totalement différente. Ils deviennent des cellules mémoire. Ces cellules sont de véritables archives vivantes. Elles conservent une empreinte extrêmement précise de l'envahisseur que votre organisme vient d'affronter. Sa forme, ses protéines, sa signature moléculaire. En d'autres termes, votre corps garde son portrait. Imaginez qu'après avoir arrêté un cambrioleur, toute la police du pays reçoive immédiatement sa photographie, ses empreintes digitales et son identité complète. La prochaine fois qu'il tentera d'entrer quelque part, il sera reconnu presque instantanément. C'est exactement ce que permettent les cellules mémoire. Si le même virus revient des mois ou parfois des années plus tard, votre organisme n'a plus besoin de recommencer toute l'enquête. Il sait exactement qui il est. Les lymphocytes mémoire s'activent en quelques heures. Les anticorps sont produits beaucoup plus rapidement. Les lymphocytes T se multiplient presque immédiatement. Le virus est souvent neutralisé avant même d'avoir le temps de provoquer des symptômes importants. C'est ce que l'on appelle la mémoire immunitaire. L'une des capacités les plus remarquables de tout le vivant. Bien sûr, cette mémoire n'est pas toujours parfaite. Certains virus changent constamment d'apparence. À chaque nouvelle génération, de petites mutations modifient légèrement leurs protéines de surface. Pour votre système immunitaire, c'est un peu comme rechercher une personne qui change régulièrement de coiffure, de vêtements ou de visage. Le portrait conservé en mémoire reste utile, mais il devient parfois moins précis. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains virus, comme ceux responsables du rhume ou de la grippe, peuvent nous infecter plusieurs fois au cours de notre vie. À l'inverse, d'autres virus évoluent beaucoup plus lentement. Une seule rencontre avec eux ou une vaccination peut parfois offrir une protection qui dure de nombreuses années, voire toute une vie. Et c'est précisément là que la vaccination trouve toute sa logique biologique. Au lieu d'attendre qu'un véritable virus envahisse votre organisme, elle présente au système immunitaire une version inoffensive ou un fragment caractéristique de cet envahisseur. Votre corps réalise alors tout le travail d'apprentissage. Il fabrique des cellules mémoire, il prépare ses anticorps, il entraîne ses lymphocytes, mais sans subir les conséquences d'une infection sévère. Autrement dit, votre système immunitaire peut se préparer à une guerre sans avoir à la vivre entièrement. Lorsque le véritable virus apparaît plus tard, il ne rencontre plus un organisme pris par surprise, il rencontre un adversaire déjà entraîné. Un adversaire qui connaît chacune de ses stratégies. Et c'est souvent cette préparation qui fait toute la différence. Au fond, ce qui rend votre système immunitaire si extraordinaire, ce n'est pas seulement sa puissance, c'est sa capacité à apprendre, à s'adapter, à mémoriser et à transformer chaque bataille en une leçon pour l'avenir. Chaque jour, sans que vous ne le remarquiez, des milliers de virus tentent d'entrer dans votre organisme. La plupart sont arrêtés avant même que vous n'en ayez conscience. D'autres parviennent à franchir les premières défenses. Quelques-uns déclenchent une véritable guerre. Mais derrière chaque guérison se cache une incroyable coordination entre des milliards de cellules qui communiquent, coopèrent et se sacrifient pour protéger une seule personne. Vous. La prochaine fois que vous attraperez un simple rhume, que vous aurez la fièvre ou que vous ressentirez cette fatigue si caractéristique d'une infection virale,
Rappelez-vous que même instant, une armée microscopique est probablement en train de mener l'une des batailles les plus sophistiquées que la nature n'ait jamais créées. Et si cette plongée au cœur de votre système immunitaire vous a fait voir votre corps d'un nouvel œil, alors vous ne regarderez plus jamais une simple infection virale de la même manière. À l'intérieur de vous, cette guerre silencieuse ne s'arrête jamais. Elle veille sur vous, à chaque seconde de votre vie.